Voici le dernier moment de Fab Morvan. Il ne s'agit pas d'une disparition physique, mais d'un autre genre de fin. Un effondrement invisible, vécu à la une des journaux et si mal compris qu'il a fallu plus de 30 ans pour que la vérité puisse enfin émerger. Ce n'était ni une nuit sombre, ni une scène d'hôpital, ni un adieu discret. C'était un silence imposé. Un silence médiatique, artistique, intime. Celui d'un homme dont on a confisqué la voix, puis la dignité, sous les projecteurs les plus cruels de l'industrie du divertissement. En une seule journée de novembre, il est passé du sommet du monde à la risée planétaire. Et pourtant, derrière le sourire figé de Milli Vanilli, derrière les cheveux longs et les épaules dansantes, il y avait un garçon qui rêvait simplement de chanter. Dans les couloirs feutrés d'un studio de télévision américain, un producteur s'approche d'eux et murmure « C'est fini ». Quelques heures plus tôt, l'Académie des Grammy Awards annonçait publiquement la restitution historique de leur trophée, une première mondiale. Le scandale fait trembler l'industrie. Les caméras les suivent comme des prédateurs. Rob Pilatus tremble. Fab, lui, serre la mâchoire. Il sait qu'à partir de ce moment-là, ils ne seront plus que deux imposteurs à jamais associés à la plus grande tromperie musicale du siècle. Peu importe ce qu'ils diront, ce qu'ils feront, ce qu'ils chanteront, pour le monde entier, leur voix ne leur appartiendra plus. Mais l'histoire, bien sûr, est plus complexe. Derrière ce mensonge devenu légende, il y a une machinerie redoutable orchestrée depuis l'Allemagne par un homme que personne n'a vu venir, Frank Farian. Ce producteur au flair infaillible avait déjà fait chanter d'autres sans les montrer. Avec Milli Vanilli, il poussa l'audace plus loin. Créer deux icônes, magnifiques, jeunes, colorées, et leur faire incarner des voix qu'ils n'avaient jamais posées. Rob et Fab furent les visages, les corps, l'énergie, mais jamais le son. Quand la vérité éclata, l'un d'eux ne s'en remit jamais. L'autre, Fab, passa les décennies suivantes à tenter de reconstruire quelque chose que peu d'artistes comprennent. Une identité. Ce que Fab a perdu ce jour-là, ce n'est pas seulement un prix, un contrat, une image. C'est la possibilité d'être cru. Même lorsqu'il chantait réellement, on ne l'écoutait plus. Même lorsqu'il s'exprimait avec sincérité, on doutait de lui. C'est cela le dernier moment, non pas celui d'une vie, mais celui d'une légitimité. Un moment qui suspend toute reconnaissance. Un homme sur scène, seul, avec sa vraie voix, mais que plus personne ne veut entendre. Aujourd'hui, alors que les documentaires affluent, que les témoignages des coulisses révèlent les manipulations d'une époque, le nom de Fab Morvan refait surface. Non plus comme une blague de fin de soirée ou une curiosité des années 90, mais comme un survivant d'un système qui l'a broyé. La tragédie dans cette histoire, ce n'est pas la supercherie, c'est la facilité avec laquelle on sacrifie ceux que l'on a créés. Dans cet épisode, nous allons vous raconter non seulement la montée fulgurante de Milli Vanilli, mais aussi la descente brutale, la chute médiatique, le deuil d'un ami et la solitude d'un homme qui a tenté coûte que coûte de retrouver sa propre note dans un monde qui lui avait retiré la clé de sol. Vous entendrez les confidences de Fab, mais aussi les silences de Rob. Vous découvrirez comment une génération entière s'est laissée hypnotiser par l'image au point d'oublier la musique. Et vous verrez pourquoi, dans le monde des paillettes, ce ne sont pas toujours les menteurs qui manipulent, mais parfois ceux qui font semblant de ne rien voir. Car derrière le scandale, il y a un jeune homme né à Paris, passionné de danse, attiré par les harmonies et la scène, parti à Munich pour suivre un rêve. Il s'appelait Fabrice Morvan. Il voulait être entendu. On lui a appris à se taire. Il est né le 14 mai 1966 à Paris, dans un quartier modeste de la capitale, au sein d'une famille d'origine antillaise. Fabrice Morvan, que tout le monde allait bientôt appeler Fab, a grandi entre les murs gris de la ville et les éclats de rythme afro-caribéen qu'il entendait à la maison. Très tôt, la musique a été son langage secret. Il n'avait peut-être pas les mots, mais son corps dansait déjà comme s'il portait un feu intérieur. Ce n'est pas un hasard si, adolescent, il s'éloigne peu à peu du cadre scolaire pour se consacrer à l'expression artistique. Le chant, la danse, le style. Pour lui, tout cela était une manière d'exister pleinement. À l'âge de 18 ans, il décide de quitter la France pour s'installer en Allemagne, à Munich. Un choix audacieux, mais pas anodin. À cette époque, la ville est un carrefour culturel en pleine effervescence. Un mélange improbable de pop synthétique, de clubs branchés, de producteurs à la recherche du prochain phénomène. C'est là qu'il rencontre un autre jeune homme charismatique, né à Munich de parents américains, Rob Pilatus.
Rob, avec ses dreadlocks impeccables et son regard magnétique, est aussi passionné que lui, aussi rêveur, aussi avide de reconnaissance. Ensemble, ils forment un duo inséparable, presque mystique. Deux silhouettes noires dans un monde européen encore peu habitué à la diversité dans les médias. Deux corps qui dansent mieux que tout le monde. Deux regards tournés vers les étoiles. Leur complicité artistique est immédiate. Ils commencent à se produire dans des clubs, posent pour des photos de mode, multiplient les auditions. Ils veulent réussir. Ils sont prêts à tout. Et c'est justement cette volonté absolue, cette soif de lumière, qui les rend vulnérables. Un jour, le téléphone sonne. Un producteur du nom de Frank Farian souhaite les rencontrer. L'homme n'est pas un inconnu. C'est lui qui a créé Boney M, un groupe au visage flamboyant, mais dont certaines voix provenaient de chanteurs invisibles. Farian propose à Rob et Fab un contrat. Il a déjà une musique, déjà des chansons, déjà des voix enregistrées. Il leur demande simplement d'en devenir l'image. Les clips, les concerts, les interviews, tout ce qui est visible. Le reste, on n'en parle pas. Fab et Rob hésitent, mais ils sont fins. Ils veulent monter sur scène, être aimés, vivre ce rêve qu'on leur a tant promis. En 1988, le projet devient réalité. Le duo Milli Vanilli naît officiellement. Leur premier album, All or Nothing, sort en Europe. Très vite, la machine s'emballe. Les singles cartonnent, l'Amérique les réclame. Une version adaptée, Girl You Know It's True, est lancée aux États-Unis. Le succès est instantané. En moins de 6 mois, Milli Vanilli devient un phénomène mondial. Leurs chansons, aux refrains entêtants et au rythme dansant, dominent les ondes. Blame It on the Rain, Baby Don't Forget My Number, Girl I'm Gonna Miss You, tous ces titres deviennent des hymnes. Le public est conquis. Rob et Fab deviennent des stars. Leur look, leur gestuelle, leur accent européen, tout fascine. Ils sont invités partout, décorés, adulés. En février 1990, c'est l'apothéose. Ils reçoivent le Grammy Award de meilleur nouvel artiste. Devant des millions de téléspectateurs, ils remercient Dieu, leur famille, leurs fans. Personne ne sait encore que leurs voix n'ont jamais effleuré le moindre micro d'enregistrement. À cette époque, l'illusion est parfaite. Personne ne soupçonne la supercherie. Même leurs proches les félicitent. Même les professionnels s'y laissent prendre. Il faut dire que Rob et Fab ont tout d'authentique. L'énergie, le charisme, la passion. Lorsqu'ils dansent sur scène, ils ne trichent pas. Lorsqu'ils sourient à la caméra, ils ne jouent pas un rôle. Ils croient en ce qu'ils vivent, même si ce qu'ils chantent n'est pas sorti de leur corde vocale. Et c'est là toute l'ambiguïté. Dans un monde de plus en plus gouverné par l'image, peut-on encore séparer l'illusion de la vérité ? Fab Morvan, à ce moment-là, ne se pose pas trop de questions. Il vit le rêve de sa vie, les avions privés, les chambres d'hôtel de luxe, les fans en transe. Il a 23 ans, il vient de Paris, il a dansé dans les clubs de Munich, et le voilà en tête des charts américains. C'est grisant, vertigineux, irréel. Il pense peut-être que tout finira par se réajuster, que bientôt il chantera pour de vrai, qu'ils auront leur chance. Mais en coulisses, une autre histoire s'écrit, celle de l'imposture, qui ne tardera pas à éclater. Et ce qui semblait être une ascension miraculeuse va bientôt se transformer en chute monumentale. C'est un après-midi d'été comme tant d'autres. Le 21 juillet 1989, au parc d'attractions Lake Compounce, dans le Connecticut. Rob et Fab sont sur scène, comme d'habitude. Les cris du public résonnent, les corps ondulent, la musique pulse. Ils interprètent Girl You Know It's True, le titre phare de leur album. Tout semble millimétré. Et puis, soudain, un accro. La bande-son déraille. La phrase « Girl, you know it » se répète en boucle. Rob panique, quitte la scène. Fab, lui, reste quelques secondes, essayant de garder contenance. Mais l'irréparable est fait. La machine a trébuché. Et pour la première fois, le vernis se fissure. L'incident est bref, mais il plante une graine de doute. Certains spectateurs se demandent s'ils ont vraiment chanté. Les rumeurs circulent, des journalistes commencent à creuser. Mais à l'époque, les systèmes sonores de playback sont courants dans l'industrie. On en parle peu, et souvent avec indulgence. Le scandale est évité, du moins temporairement. Car dans l'ombre, les tensions montent. Rob et Fab, grisés par le succès, commencent à demander plus. Ils veulent enregistrer un nouvel album avec leur vraie voix. Ils estiment avoir mérité leur place, ils veulent évoluer, sortir de la supercherie, prouver ce qu'ils valent. Mais Frank Farian n'est pas de cet avis. Pour lui, tout est clair. Ils sont les visages, pas les voix. Les chanteurs réels, Brad Howell, John Davis, Charles Shaw, resteront dans l'ombre. Le public ne veut pas entendre deux jeunes Français et Allemands avec un accent, leur dit-il. Il veut de la perfection, du studio, du calibré. Pas d'humanité, pas d'imperfection.
Le conflit devient inévitable. Farion menace. Rob et Fab insistent. Ils sont prêts à révéler la vérité si on ne leur laisse pas chanter sur le prochain disque. C'est un bras de fer dangereux. Le producteur allemand, habitué à contrôler chaque étape, ne tolère pas l'insubordination. Le 16 novembre 1990, il coupe court. Il convoque une conférence de presse à Munich et annonce brutalement au monde que Rob et Fab n'ont jamais chanté sur les disques de Milli Vanilli. L'effet est immédiat. C'est un choc planétaire. Les médias se ruent sur l'affaire. Les titres de journaux fusent. La trahison est totale. 5 jours plus tard, le 19 novembre, l'Académie américaine des arts et des sciences du disque prend une décision sans précédent. Elle retire officiellement le Grammy Award de Rob et Fab. Le lendemain, dans une tentative de défense malhabile, les deux artistes organisent leur propre conférence de presse à Los Angeles. Fab, habillé de blanc, tente de s'expliquer. Il dit qu'ils ont été manipulés, qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils ont joué un rôle dans un système plus vaste. Rob, plus nerveux, semble ailleurs. Ensemble, ils proposent de rendre volontairement leur prix, comme pour reprendre le contrôle de la narration. Mais le mal est fait. Pour l'opinion publique, ils sont les seuls responsables. La machine médiatique s'emballe. On les ridiculise sur les plateaux télé. Des comédiens les imitent. Les radios cessent de jouer leurs titres. Les disquaires retirent leurs albums. Des fans en colère réclament des remboursements. Une class action est même lancée. Des milliers de consommateurs américains exigent une compensation financière pour avoir acheté un disque trompeur. Le rêve américain vire au cauchemar. Fab, dans cette tempête, essaie de tenir. Il multiplie les interviews, tente de rétablir une vérité plus nuancée. Oui, ils ont menti, mais ils étaient jeunes, naïfs, pris dans une spirale qui les dépassait. Il explique qu'ils n'ont jamais imaginé que le mensonge durerait aussi longtemps, que l'idée initiale était d'entrer dans l'industrie, puis d'enregistrer enfin leurs propres chansons. Mais les circonstances les ont avalés, et quand ils ont voulu en sortir, il était trop tard. Rob, lui, s'enfonce. Il sombre peu à peu dans la dépression, l'alcool, les excès. L'humiliation est trop lourde. Lui qui avait connu l'orphelinat, la rue, les petits boulots, voit tout s'effondrer à une vitesse vertigineuse. Le regard du monde entier est posé sur lui, non plus comme une star, mais comme un imposteur. Il n'a plus de rôle, plus de repères. Sa descente est lente mais inexorable. En 1993, dans un dernier sursaut, les deux amis tentent un retour. Ils enregistrent un nouvel album, cette fois avec leur vraie voix, sous le nom Rob et Fab. Mais le public ne suit pas. L'album sort aux États-Unis dans l'indifférence quasi totale. Les critiques sont sévères. Le passé les hante. La blessure est trop profonde. Le duo finit par se séparer. Chacun reprend sa route, seul. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la brutalité de la chute. En l'espace de quelques mois, deux jeunes hommes adorés de millions de fans deviennent les symboles d'un mensonge industriel. On les accuse, on les juge, on les oublie. Et pourtant, ils n'étaient pas les seuls acteurs de cette mascarade. Le système entier, producteurs, maisons de disques, médias, savaient où fermer les yeux. Mais à la fin, ce sont eux, les visages, qui ont tout pris, comme si porter l'illusion suffisait à mériter l'humiliation. Pour Fab Morvan, ce moment est un point de rupture. Il comprend qu'il devra tout reconstruire, non seulement sa carrière, mais aussi sa crédibilité, sa voix, son identité. Car ce qu'il a perdu, ce n'est pas simplement un trophée ou un contrat, c'est la possibilité d'être cru. Et dans une industrie où tout repose sur l'image, regagner la confiance du public est un combat plus dur que tous les autres. Après le scandale, le monde tourne la page avec une rapidité glaçante. En quelques semaines, les visages de Rob et Fab disparaissent des magazines, des affiches, des écrans. Ce qu'on appelait hier le duo le plus hot de la planète pop devient une plaisanterie universelle. Les blagues se multiplient, les imitations se moquent d'eux à la télévision, et dans les clubs où leurs chansons faisaient danser des foules entières, on coupe désormais la musique avec mépris. L'oubli, soudain, devient une forme de punition collective. Mais pour ceux qui ont vécu cette chute de l'intérieur, l'effacement est une autre sorte de mort. Fab essaie de résister, il veut comprendre, reconstruire, se battre. Il se réfugie dans la musique, commence à écrire, à enregistrer sa propre voix. Il parle peu aux médias, mais lorsqu'il le fait, ses mots sont mesurés, lucides. Il dit que tout le monde a voulu croire à une perfection impossible et que ce mensonge n'était qu'un miroir de l'époque. Il se bat pour que sa vérité soit entendue, pas pour effacer le passé, mais pour le traverser. Pourtant, dans l'ombre, Rob, lui, ne parvient pas à trouver cette paix fragile.
Rob Pilatus avait toujours été plus fragile. Derrière son arrogance apparente, il y avait un garçon blessé, un enfant abandonné à l'orphelinat de Munich, adopté tardivement, marqué par un sentiment de rejet qu'aucun succès n'a jamais pu combler. Le scandale n'a pas seulement brisé sa carrière, il a ravivé toutes ses cicatrices. Il se sent trahi par l'industrie, par Farian, par la presse, mais aussi par lui-même. Il s'enfonce dans les excès, l'alcool, les médicaments, parfois la violence. Les arrestations se succèdent, les rechutes aussi. Fab tente de l'aider, mais leurs chemins se séparent. Chacun dérive de son côté dans un silence que seule la honte s'est imposé. En 1998, une lueur d'espoir semble renaître. Frank Farian, peut-être mu par le remords, décide de reformer le projet sous un nouveau nom. Milli Vanilli, The Real Story. Rob et Fab reprennent contact. Ils veulent prouver qu'ils peuvent chanter pour de vrai. Des enregistrements sont planifiés, une tournée est envisagée. Les journalistes commencent à s'y intéresser, certains curieux, d'autres cyniques, mais au fond, tout le monde veut savoir, sont-ils vraiment capables de chanter ? Peu avant le début de la promotion, dans un hôtel de Francfort, Rob Pilatus est retrouvé sans vie le 3 avril 1998. Le communiqué parle d'une surdose accidentelle de médicaments et d'alcool. Fab apprend la nouvelle par téléphone. Le silence qui suit est plus lourd que tous les scandales réunis. Pendant longtemps, il ne parle pas. Comment le pourrait-il ? On ne trouve pas de mots pour décrire la perte d'un frère de scène, d'un double, d'une partie de soi. Les images reviennent, les rires, les tournées, les applaudissements, puis les insultes, les larmes, la honte. Tout cela forme une spirale de souvenirs contradictoires. Fab dira plus tard que Rob n'a pas supporté le poids de l'étiquette, celle de l'imposteur. Il s'était perdu dans une guerre contre un système qu'il ne pouvait plus combattre. Et lui, Fab, a décidé de faire l'inverse, ne plus fuir, mais chanter. Les années passent, le monde change. L'ironie des années 90 cède la place à une forme de nostalgie. Les gens redécouvrent les sons de cette époque, les tubes qu'ils avaient aimés malgré tout. Et peu à peu, un vent de réhabilitation s'installe. Fab Morvan, lui, n'a jamais cessé de travailler. En 2003, il sort un album solo intitulé Love Revolution. Ce n'est pas un succès commercial, mais un manifeste personnel. La voix est la sienne, sincère, légèrement voilée, pleine d'humanité. Il chante l'amour, la douleur, le pardon. À travers chaque note, on sent le besoin de se réconcilier avec la vie, avec la musique, avec soi-même. Puis viennent les années 2010. Fab collabore avec John Davis, l'un des véritables chanteurs de Milli Vanilli. Ensemble, ils montent un projet symbolique. Face meets voice. Le visage rencontre enfin la voix. Le duo se produit en Allemagne, à la télévision, sur scène. Le public, surpris, applaudit. Ce moment, discret mais historique, referme une plaie longue de plus de 20 ans. Ceux qui avaient été opposés par le mensonge se réunissent pour chanter la vérité. C'est un geste simple, presque poétique, une réconciliation tardive mais nécessaire. En 2023, le documentaire Milli Vanilli, produit par Luc Correm et diffusé sur Paramount+, bouleverse l'opinion. Pour la première fois, Fab Morvan y raconte son histoire, sans filtre, sans artifice. On y voit un homme apaisé, conscient des erreurs du passé, mais fier d'avoir survécu. Le film montre aussi le cynisme de l'industrie musicale de l'époque, la soif de succès qui a tout écrasé, y compris l'humanité des artistes. Fab n'accuse plus, il explique. Il parle de manipulation, de naïveté, de jeunesse. Ces mots sonnent vrais, parce qu'il ne cherche plus à convaincre, il cherche à comprendre. Quelques mois plus tard, un biopic allemand intitulé Girl You Know It's True retrace l'histoire du duo, avec une précision étonnante. Le film ne juge pas, il montre. On y voit deux jeunes hommes aspirer à la gloire, se perdre dans le mirage du show business, puis tomber sous le poids du mensonge collectif. Dans plusieurs interviews accordées à la sortie du film, Fab explique que ce projet est pour lui une délivrance. Enfin, on me laisse parler. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que derrière cette histoire de tricherie se cache une réflexion bien plus vaste sur la vérité et l'illusion. Fab le dit lui-même. À l'époque, on nous vendait des images parfaites. Nous étions les produits de ce système, mais nous étions aussi des victimes. Ces paroles résonnent avec une étrange modernité. Car aujourd'hui encore, dans l'ère des réseaux sociaux et des identités filtrées, le visage de Fab Morvan rappelle à quel point l'authenticité peut être fragile.
La vérité noire de Milli Vanilli n'est pas celle d'un mensonge, mais celle d'une industrie qui a préféré une illusion bien huilée à une sincérité maladroite. Elle révèle une époque où la beauté comptait plus que la voix, où l'apparence valait plus que la vérité. Et au milieu de ce théâtre, deux garçons ont cru qu'ils pouvaient devenir quelqu'un d'autre avant de découvrir que personne ne voulait savoir qui ils étaient vraiment. Ce qui est peut-être le plus troublant dans l'histoire de Fab Morvan, c'est qu'elle n'a jamais été vraiment racontée jusqu'au bout. Pendant longtemps, on s'est contenté du résumé facile. Deux imposteurs qui ont menti, puis chuté. Mais la réalité, comme souvent, est bien plus nuancée. Ce que l'affaire Milli Vanilli révèle, au fond, ce n'est pas seulement la fragilité d'une célébrité bâtie sur du sable, mais l'aveuglement d'une industrie et d'un public qui, inconsciemment ou non, ont préféré le mensonge confortable à la vérité imparfaite. Fab Morvan n'a pas chanté sur les premiers albums. C'est un fait. Mais était-il pour autant un escroc ou un acteur prisonnier d'un système qui avait déjà défini les règles avant même qu'il n'ouvre la bouche ? Lorsqu'il signe avec Frank Farian, il a à peine 22 ans. Il rêve de musique, de reconnaissance, de scène. On lui tend un contrat, un projet déjà ficelé, et on lui dit que c'est sa chance. Doit-on vraiment attendre d'un jeune artiste, sans repère ni pouvoir, qu'il refuse un rêve qui se présente enfin à lui ? Ou bien faut-il regarder du côté de ceux qui savaient exactement ce qu'ils faisaient, de ceux qui ont orchestré, structuré, financé et finalement abandonné ce mensonge ? Il est trop facile de charger les interprètes, surtout quand ils incarnent à eux seuls toute la lumière médiatique. Mais derrière chaque Fab Morvan, il y a des dizaines de techniciens, de managers, de producteurs, de journalistes même, qui savaient ou suspectaient, et qui se sont tus. Le véritable scandale n'est peut-être pas dans la supercherie elle-même, mais dans le silence collectif qui l'a rendu possible. Et puis, il y a la suite. Car ce qui mérite d'être souligné, c'est la façon dont Fab a réagi après la chute. Il n'a pas disparu, il n'a pas nié, il a assumé à sa manière. Il a continué à faire de la musique avec sa propre voix, sans grands moyens, sans promo, sans machine derrière lui. Il a accepté que son nom reste associé à une époque, à une erreur, à une honte, et malgré cela, il a choisi de rester debout, d'exister encore. Ce courage-là n'est pas spectaculaire, il ne fait pas la une des journaux, mais il dit quelque chose d'essentiel sur la dignité. Alors oui, le mensonge a existé, mais la rédemption aussi. Et peut-être que dans ce mélange complexe de fautes et de tentatives de réparation, se trouve une vérité plus humaine, plus touchante que celle que l'on croyait connaître. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ce destin aurait-il pu être différent ? Fab Morvan méritait-il vraiment tout ce qu'il a vécu ? Ou avons-nous simplement préféré oublier que derrière le silence, il y avait un homme qui voulait parler ? Il y a des histoires qui ne trouvent jamais vraiment leur fin. Elles errent dans le temps comme une chanson inachevée, un refrain qu'on fredonne sans se souvenir des paroles. Celle de Fab Morvan en fait partie. Une mélodie suspendue entre le silence et le souvenir, entre la honte collective et l'élégance d'un pardon discret. Pendant des années, il a été celui qu'on n'écoutait plus. Non pas parce qu'il ne chantait pas, mais parce que le monde entier avait décidé qu'il ne devait plus être entendu. Son nom était devenu un symbole. Pas celui du rêve pop, mais celui du mensonge pop. Et pourtant, au fond de cette injustice, il a continué à marcher, à écrire, à poser sa voix même tremblante sur les partitions de sa propre vie. Ce courage-là, personne ne peut lui enlever. Repilatus, lui, s'est éteint dans une nuit sans retour, comme une étoile filante que l'on regarde sans comprendre qu'elle brûle de l'intérieur. Son absence pèse dans chaque mot de Fab, dans chaque souvenir partagé. Ce n'est pas seulement un ami disparu, c'est une moitié perdue, un passé qu'il porte en lui à jamais. Il aurait pu l'oublier, tourner la page, effacer les images, mais il a choisi de les honorer. Et c'est peut-être là le plus bel hommage. Ne pas réécrire l'histoire, mais lui redonner sa juste humanité. Aujourd'hui, Fab Morvan continue de vivre avec cette mémoire-là. Il n'est plus sous les projecteurs, il ne cherche plus à reconquérir les charts. Ce qu'il cherche, c'est autre chose. Une forme de vérité tranquille, une place modeste, mais vraie. Il n'a pas besoin qu'on l'applaudisse, juste qu'on l'écoute. Enfin. Car au fond, ce que cette histoire nous apprend, c'est que la gloire est une illusion, mais que la voix, elle, est réelle. Elle peut être volée, travestie, ignorée, mais jamais complètement effacée. Fab l'a prouvé. En revenant, un mot après l'autre, une note après l'autre, il a fait résonner quelque chose de rare. La possibilité d'un retour sans vengeance, d'une existence sans bruit, mais pleine d'écho.
Certains adieux ne sont jamais définitifs. Ils se transforment, se métamorphosent, deviennent des murmures dans la mémoire collective. Fab Morvan n'a peut-être jamais eu le dernier mot sur sa propre histoire, mais il en a repris la voix. Et parfois, c'est suffisant pour écrire une fin digne de ce nom.